Et ce premier axe, c'est le RPA. Et nous allons voir tout de suite avec nos deux invités comment les organisations peuvent mettre en place une stratégie pour déployer efficacement le RPA. Et pour cela, j'ai avec moi deux invités. Je viens d'être rejoint, non pas je viens d'être rejoint par Alexis Vernière. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors vous êtes VP Sales France et Italie and Iberia, allez. Ouais, on va dire Europe du Sud. Europe du Sud, voilà, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair au sein de Cofax. Et nous sommes également en ligne avec Jocelyn Paris, qui est product owner pour la Maïf. Jocelyn, bonjour. Bonjour Thomas. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alexis, un mot sur Cofax, s'il vous plaît. Et je demanderai, alors je ne vais pas demander à Jocelyn un mot sur Maïf, il y a probablement des abonnés qui nous écoutent, mais un mot sur Cofax, s'il vous plaît. Cofax est un éditeur de logiciels dans le domaine du thème d'aujourd'hui, sur l'intelligent automation. On a un acteur international, notre siège aux États-Unis, et on aide nos clients dans leur transformation digitale. Une première question pour vous, Alexis. Je suis sûr que vous avez écouté avec un grand intérêt le discours introductif, la discussion introductive que j'ai eue avec Sébastien Denoal. On a parlé effectivement de beaucoup d'outils. J'aimerais qu'on s'arrête dans cette discussion un peu plus sur l'automatisation. En tout cas, en entrée, on verra un tout petit peu plus tard, on ira un tout petit peu plus loin. Et j'aimerais que vous nous disiez aujourd'hui quel rôle joue l'automatisation globalement dans les projets de transformation des entreprises. Alors, l'automatisation, c'est d'abord un outillage, en fait, un outillage informatique pour augmenter les utilisateurs et améliorer l'efficacité des processus métiers de l'entreprise. On peut le voir du point de vue de l'entreprise qui est notre client, qui sont des gens comme Monsieur de la Maïf ou des banques de l'industrie, on a un petit peu tout secteur, ou du point de vue de leurs propres clients finaux. Je pense que ce qui est important, c'est que du point de vue de l'utilisateur final ou du client final, d'avoir une flexibilité plus forte dans l'interaction avec son interlocuteur, d'avoir plus de transparence dans le processus de souscription ou de gestion, d'acte de gestion avec son interlocuteur et en dernier lieu d'avoir plus de rapidité, de facilité de réponse et c'est ce que j'espère qu'on arrivera à développer après. Il y a aussi un pendant qui est du point de vue de l'entreprise. En fait, l'objectif va être aussi de l'efficacité opérationnelle, mais de la sécurisation du processus. Et donc, le fait d'outiller avec l'informatique cette automatisation va permettre de mieux guider l'utilisateur interne, l'agent, dans le traitement des demandes de ses clients. Jocelyn, je me tourne vers vous. Il se trouve que la Maïf est un utilisateur de solutions de RPA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement l'historique de ce projet? Pourquoi hier plutôt, vous êtes tourné vers le RPA et quels impacts ça a aujourd'hui? Alors le RPA est arrivé chez nous il y a 5 ans. C'était dans le cadre d'une problématique qu'on avait sur le taux d'accueil, en fait, qui était en dessous de nos exigences. Le taux d'accueil de notre réseau de distribution. Et donc, on a réalisé un POC sur le RPA pour pouvoir tout simplement sortir certaines activités sans valeur ajoutée pour que nos collaborateurs puissent se concentrer sur la relation et permettre au taux d'accueil de se relever. Donc, c'est comme ça qu'il est arrivé à la Maïf il y a 5 ans. Il est ensuite devenu un projet à part entière, puis un produit. Et aujourd'hui, on est, on va dire, dans une phase... une sorte de vitesse de croisière du RPA qui est vraiment une solution qui permet dans toutes les strates de l'entreprise de pouvoir apporter des solutions. Vous avez déployé effectivement ces robots depuis un certain temps. Comment les
les utilisateurs, j'ai failli dire les adhérents, comment les utilisateurs se sont-ils saisis de ces robots et comment aujourd'hui travaillent-ils avec ces robots? Alors, il y a eu une très, très bonne adhésion des différents métiers qui nous ont sollicités pour le RPA et pour automatiser certains processus, puisqu'on était, nous, et vraiment essentiellement sur des entités, enfin des services qui étaient en souffrance sur leurs activités, qui n'arrivaient plus à faire face. Donc là, le RPA avait pleinement son sens et a permis de libérer de cette charge, de ces tâches sans valeur ajoutée, donc de ces petits cailloux, pour pouvoir leur permettre de se concentrer, d'avoir une meilleure qualité de travail. Donc en cela, c'est vraiment une véritable adhésion qu'on a pu obtenir. Et d'ailleurs, nos premiers clients nous ressollicitent pour nous soumettre d'autres processus à automatiser. Et en plus, la particularité que pour laquelle nous avons opté, c'est de totalement décentraliser l'utilisation de ces robots. Donc, ils sont totalement déchargés de ces activités-là. Donc, c'est totalement transparent pour eux. Ils n'ont que pour certains cas que éventuellement le résultat du travail accompli par le robot. Alexis, quel regard vous portez sur ce témoignage et est-ce que vous retrouvez avec vos clients ou avec vos prospects, d'une part, les mêmes besoins et dans un deuxième temps, les mêmes résultats? Alors là, avec Jocelyn, on a un exemple qui fonctionne bien. On a des métiers qui se sont saisis effectivement des robots, avec lesquels ils arrivent à travailler effectivement en bonne intelligence. Est-ce que ce sont des résultats que vous retrouvez régulièrement où il y a quand même besoin, avec vos clients ou avec vos prospects, parfois, de procéder à quelques ajustements pour qu'effectivement le RPA cadre bien avec la demande du métier? J'aurais tendance à dire que effectivement le succès d'un projet RPA arrive quand il y a d'abord une bonne collaboration entre les gens du métier qui connaissent les processus, qui savent intimement, je dirais, quelles sont les tâches manuelles répétitives qu'ils ont à faire et que le RPA va pouvoir aider à fluidifier ou va les aider à automatiser. Et l'informatique a besoin de garder un contrôle sur l'implémentation effective des robots de façon à ce que ça rentre de façon harmonieuse dans le paysage applicatif et dans les niveaux de service dont ils vont avoir besoin en interne, sans déstabiliser les autres applicatifs avec lesquels le RPA va s'interfacer. Donc cette collaboration, c'est le premier point, extrêmement importante. La deuxième, c'est que un des intérêts du RPA, c'est justement de ne pas être aussi monolithique que ne le serait une intégration entre deux systèmes, où une fois qu'on a fixé une règle, on est engagé sur 5 ou 10 ans, et c'est très difficile de la faire varier. Un des avantages du RPA, c'est que c'est assez flexible, donc on peut le modifier, le faire vivre au jour le jour, et donc par rapport à ce qui a été dit, oui, c'est important de garder ce dynamisme une fois qu'on a mis les premiers robots en place, de façon à les faire évoluer. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'IA dans ce contexte? On sait qu'aujourd'hui, une bonne partie des solutions embarquent de l'IA. On parlait d'intelligent automation, on en a parlé au début. Quels sont finalement les points forts de l'IA, au-delà peut-être de ce qu'on connaît, c'est-à-dire sa capacité à traiter de très grandes quantités? Qu'est-ce qu'elle apporte très concrètement? Très concrètement, ça apporte, je dirais en premier lieu, une simplification sur l'implémentation du système informatique. L'IA fait qu'on n'est plus obligé de prédéterminer une règle de gestion. On n'est plus dans l'époque des systèmes experts d'il y a une vingtaine d'années. L'IA va apprendre de ce que fait l'utilisateur et ça a des applications très concrètes aujourd'hui. Si je me souviens bien, ça a été évoqué par votre intervenant précédent, mais un des premiers sujets, c'est sur la structuration des informations qui arrivent de façon non structurée. D'ailleurs, dans un processus de souscription, par exemple, quand un client envoie tous les documents justificatifs dont vous avez besoin
pour l'enregistrer en tant que client, le système, a priori, ne sait même pas quel est le document qu'il vous envoie. Est-ce qu'il vous envoie une pièce d'identité, un bulletin de salaire, son dernier relevé d'information s'il change d'assurance pour sa voiture, etc. Et donc tout ça, on aurait été obligé de il y a quelques années, de le coder en amont dans le système d'information et dans les interfaces. Et un opérateur aurait dû avoir le menu pour dire bah, ça c'est une pièce d'identité et je la charge dans le système et donc je peux continuer mon processus. Ça fait partie un peu de ce que je disais, de la rapidité de traitement pour l'utilisateur. Là, il peut juste envoyer ces documents, que ce soit sur un mobile, une tablette ou autre. Et c'est l'intelligence artificielle qui va l'identifier de lui-même. Je pense que c'est un premier cas qui est extrêmement mature aujourd'hui dans les technologies. Il y en a d'autres, et peut-être qu'on y reviendra après, qui sont un peu plus récents, où on essaye d'intégrer de l'intelligence artificielle, en particulier sur peut-être un exemple qui est assez parlant pour tout le monde, c'est sur la détection de fraude. Quand on fait une opération bancaire à distance, on veut souscrire un client ou il veut faire un acte de gestion, comment s'assurer qu'on parle à la bonne personne? Eh bien, on peut utiliser par exemple des technologies de reconnaissance faciale, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour voir si la personne est en mouvement, et donc si c'est pas une image qui est en train de vous parler, de façon à identifier avec ces technologies de deep learning ou de machine learning que l'on a affaire à la bonne personne, et donc limiter les risques liés à la digitalisation des processus, qui est souvent un des freins dans ce genre d'opération. Je reviens vers vous, Jocelyn, et je refais un petit pas en arrière. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des projets que vous avez automatisés avec succès pour qu'on comprenne bien, quand on parle de RPA, quelle réalité ça recouvre pour vous? Nous, on a des exemples très marquants de réussite. On a notamment un partenaire avec lequel on travaille depuis très longtemps qui, chaque mois, nous envoie des milliers de factures que les gestionnaires doivent faire quelques vérifications dans nos outils et faire des inscriptions comptables. Donc clairement, ces règles de vérification pas besoin, enfin voilà, ne nécessitent pas forcément la présence d'un humain, peuvent tout à fait être intégrés par un RPA. Donc ce processus-là, on l'a totalement automatisé, ce qui permet à nos gestionnaires de ne plus avoir à gérer toutes ces factures. Donc c'est des milliers de factures. On est de l'ordre de 1,5, 2 ETP chaque mois, qui sont automatisés avec un processus très simple d'enregistrement comptable. On a aussi dans le même un peu registre des virements, puisqu'on est une société d'assurance, on fait des encaissements, on reçoit des virements de nos assurés et à certains moments, ils ne sont pas bien référencés. Et donc, on a certains outils, on a un service à la compta qui permet de pouvoir rechercher et de pouvoir faire matcher les virements avec les comptes de nos adhérents. Donc ça, pareil, c'est une opération qu'on a automatisée avec le robot. Donc c'est vraiment différents processus qui permettent, avec des règles très simples, de pouvoir décharger nos collaborateurs. Donc ça, on a vraiment des exemples concrets. Je peux également vous parler puisqu'on a un assureur, notamment auto, lorsqu'on a besoin d'éléments d'information complémentaires concernant le contrat d'assurance qu'on souscrit, on a besoin de ces éléments et on met une assurance temporaire à nos assurés en attendant de valider. Et lorsque nos assurés ne reviennent pas dans les temps, nous avons besoin de le relancer et de lui redemander les éléments. Donc ça, pareil, c'est typiquement une action qui ne nécessite pas d'avoir une intelligence humaine, on va dire, en tant que telle, pour réaliser l'opération. Ça, c'est également une opération qui est réalisée par robot. Donc vraiment, on a toutes ces activités un peu de back-office qui sont actuellement réalisées. Et donc c'est vraiment des succès
succès importants, puisque je peux vous donner un chiffre. Par exemple, depuis le début de l'année, sur les 3 mois, on est en moyenne à peu près à l'équivalent de 10 ETP. Donc c'est autant de temps que nos collaborateurs peuvent consacrer à la relation client, à notre cœur de métier. Est-ce que vous auriez d'autres exemples, Alexis, à partager avec nous, d'accompagnement, par exemple, en RPA? On en a beaucoup. Allez, un ou deux. Donc, je vais essayer de me cibler sur un ou deux, effectivement. En fait, notre vision est que il faut regarder de plus en plus le processus end-to-end. Et je pense que on a un cas qui est extrêmement parlant de ce point de vue-là, qui a été publié sur notre site il n'y a pas très longtemps. Donc j'en profite pour remercier la Société Générale en Algérie qui a accepté de l'écrire. En fait, ils ont utilisé notre plateforme d'automatisation intelligente pour refondre tout le parcours client pour l'adhésion, l'entrée en relation, ils appellent ça, pour l'acquisition et l'ouverture de compte de nouveaux clients. Au-delà de l'exemple que je prenais tout à l'heure sur les pièces qu'il faut communiquer, dont la banque a besoin pour des raisons réglementaires, en étant intégré dans une seule plateforme, une fois qu'on a extrait les informations des documents qui sont transmis par le client. On peut les utiliser. Alors évidemment, c'est important pour le système informatique de gestion, et c'est pour ça qu'on doit les structurer, puisqu'il faut bien que dans l'application de banking, la Société Générale sache qui est le client, quelle est son adresse, etc. Mais également, ils ont des vérifications à faire sur des sources externes. Et donc, ils utilisent ces informations qui sont capturées par l'intelligence artificielle pour lancer des robots, faire des recherches sur la personne et vérifier qu'ils ont bien le droit de le prendre en tant que client. Donc s'assurer que c'est pas... excusez-moi, ça arrive pas très souvent, mais un criminel qui fait du blanchiment, etc., oui. etc. Et donc, ça montre bien l'intérêt d'avoir et l'importance non seulement de prendre du RPA pour faire des opérations qui auraient été faites par des opérateurs précédemment, mais d'associer les différentes technologies entre elles pour couvrir un besoin un peu plus complet du client. Je pense qu'on a beaucoup investi sur le core système, sur l'informatique de gestion, entre guillemets. Il y a toute une part du processus d'interaction avec ces clients finaux sur lequel on a beaucoup travaillé sur des systèmes très déconnectés, avec des intranets, avec des applications mobiles, avec un portail agent pour les gens dans les agences, et qu'il y a une vraie appétence aujourd'hui pour répondre aux objectifs que j'ai cités au départ, à essayer d'unifier un petit peu tout cela dans une démarche globale, mais en tout cas d'y réfléchir dans une démarche globale. Jocelyn, quels sont pour vous les éléments à prendre absolument en compte lorsqu'on est une organisation comme la vôtre, qu'on soit d'ailleurs un acteur de l'assurance ou pas, pour se lancer dans un projet, au-delà de se lancer, réussir son projet d'automatisation? Je pense que dans un premier temps, il y a un vrai travail de pédagogie à réaliser pour sensibiliser différemment les acteurs sur ce que vont faire, le sens qu'on veut donner à notre action. Nous, je sais que à la Maïf, on a vraiment l'ambition, en tout cas, de ce qui concerne le RPA, de vraiment que cela ne soit pas en fait pour enlever de l'emploi. On n'est pas là pour remplacer l'humain. Le RPA est vraiment là pour accompagner nos collaborateurs et pour les aider dans leur quotidien. Ça, c'est le premier travail de pédagogie. Nous, de notre côté, on n'a pas eu de trop de difficultés à ça, puisqu'on a eu plutôt une adhésion de nos métiers. Ils n'ont pas eu cette sensibilité-là. Mais c'est quand même un travail à réaliser, puisque c'était plutôt, on va dire, une vision siège, une vision entité support, qui était une crainte. Voilà.
Donc ça, c'est le premier aspect, l'aspect vraiment pédagogique. Le deuxième aspect, c'est aussi d'un point de vue architectural. On va dire, il faut vraiment qu'on définir bien à l'avance comment est-ce qu'on va utiliser le RPA. Puisque nous, on a eu des débats en interne sur est-ce que c'est une solution pérenne, non pérenne. Je pense qu'il faut bien poser le cadre pour que ce soit clair et qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions après une fois que la solution est choisie. Parce que, à mon sens, le RPA peut être à la fois une solution pérenne et aussi une solution temporaire avant de trouver une solution qui soit type batch d'une manière plus robuste, on va dire de manière applicative. Et le dernier point, c'est alors nous c'était aussi très important, c'est l'aspect budgétaire, puisqu'il faut pouvoir avoir son budget pour entre guillemets choisir un peu les différents sujets sur lesquels on peut, et la valeur, parce que ça n'empêche pas de piloter par la valeur les différents process qu'on peut nous soumettre. Ça, ce sont les trois aspects, parce que et je reviens sur l'aspect budget, il y a aussi une partie MCO, donc le run à prendre en compte, qu'il ne faut pas négliger. Puisque après, on a, je parle pour nous, on a un parc d'environ une trentaine de robots en production. C'est aussi à prendre en compte dans l'implémentation qu'on veut donner au RPA. On arrive quasiment à la fin de cet entretien et j'aimerais qu'on le termine par deux questions pour vous, Alexis. La première, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur l'IA qu'on a mentionné. On sait que c'est un outil qui va être de plus en plus intégré. On parle d'intelligent automation, donc il y aura effectivement de l'IA dedans. Dans quelle mesure l'IA va-t-elle permettre justement aux robots dont on a parlé, dont on parle depuis le début de cette émission, de gagner en autonomie et en intelligence, justement? C'est large question. C'est une large question, et puis vous me demandez de faire de la prospective. Un tout petit donc peu. Je vais en faire un petit peu, Oui. pas trop quand même, parce que je pense que déjà avec ce que l'on a aujourd'hui et qui n'est pas encore implémenté chez beaucoup de nos clients, on a des axes d'amélioration qui sont extrêmement importants. Je crois que on fait déjà aujourd'hui, comme je l'ai dit, du traitement de l'image, on fait de la structuration d'informations non structurées. Votre intervenant précédent parlait un peu de process mining ou de découverte de processus. Dans cette voie-là, on investit encore énormément sur, d'une part, la capacité à l'intelligence artificielle à comprendre d'elle-même, quelque part. Aujourd'hui, ce qui marche bien, globalement, c'est du machine learning où on a déjà donné un objectif très clair à la solution, et donc elle sait sur une facture fournisseur qu'elle veut aller chercher le numéro de SIRET de l'entreprise qui l'a envoyé, le total de la facture, éventuellement le montant de TVA. L'avenir, c'est demain d'être capable de prendre un texte libre et d'identifier quel est le thème qui est adressé par le client. Donc, si vous avez un courrier de vos clients, qui peut être une réclamation, une demande, ce que vous voulez, on commence à le faire un petit peu, mais on commence. D'accord. Et il y a encore beaucoup de progrès à faire sur l'identification d'une demande libre du client, et vraiment autour du NLP, Natural Language Processing. Ça, c'est un premier axe qui est extrêmement important, sur lequel je pense qu'on va pouvoir développer encore des choses et avoir les mêmes effets de ce que l'on a eu sur Société Générale Algérie, où on est passé de plusieurs semaines à traiter une demande d'ouverture de compte à quelques minutes ou une quinzaine de minutes aujourd'hui. On pourrait imaginer avoir la même chose sur du texte libre et des demandes qui arrivent de façon libre. L'autre axe sur lequel nous, personnellement, on investit beaucoup, c'est à partir du moment où on a commencé à identifier des processus, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aider l'utilisateur sans que ça ait été
pré-paramétrer dans un workflow, à lui dire la prochaine étape de ce que vous voulez faire dans votre processus métier, c'est celle-ci. Voilà. Et quelle est... je trouve pas le terme en français, mais je pense que mon explication est claire. Le next best action, un peu comme on a quand on tape sur Google, on commence à taper une phrase, ou même dans Word aujourd'hui, on commence à taper une phrase. On a la suite de la phrase qui apparaît. Est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose dans le système d'information du client et dire quelle est l'étape prochaine que l'on va proposer, sans qu'elle ait été prédéterminée, mais juste parce que l'intelligence artificielle arrive à analyser les actions qui sont prises par les utilisateurs et pas simplement les informations. Je pense que nous, c'est vraiment les deux sujets qu'on voit comme étant des sujets d'avenir à un terme qui n'est pas si lointain que ça. Une dernière question, j'aimerais qu'on conclue cette discussion par la démarche de Kofax d'une manière générale. Aujourd'hui, on a bien sûr parlé d'intelligent automation, on a parlé de low-code, no-code, on a parlé d'IA. Finalement, sans tenter de penser, en tout cas de prévoir l'avenir, en tout cas, on peut imaginer que le futur, ce sera plutôt un mix de ces types d'approches-là, peut-être un bout de low-code, un bout de no-code, un bout d'IA, ainsi de suite. Dans quelle mesure, justement, ce mix de technologies, ce cocktail de technologies, pourra-t-il être finalement la bonne potion pour les entreprises qui veulent gagner en rapidité et qui veulent s'appuyer sur l'ensemble de ces outils pour optimiser leur processus métier? C'est déjà en partie une réalité. Je crois qu'aujourd'hui, le frein qu'il y a, c'est qu'il y a déjà des choix indépendants qui ont été faits dans ces différentes briques. Et notre approche est de dire, écoutez, c'est pas grave, vous avez peut-être déjà un Péguin pour faire votre case management, vous avez peut-être déjà une autre technologie sur le RPA. Rendons ces frontières entre les outils un peu plus élastiques, parce que il n'y a pas une technologie d'automatisation qui répond à l'ensemble des besoins. Il y a déjà aujourd'hui toute une série de différentes technologies et c'est extrêmement important de les rassembler de façon à rendre le service à la fois à ses employés et à ses clients finaux. L'assemblage va permettre une fluidité et une flexibilité dans la construction du système d'information qui est extrêmement importante pour répondre aux objectifs. Je dirais, en conclusion, nous, on a déjà fait ce travail d'assemblage. On peut bien évidemment augmenter l'intégration des systèmes et d'ailleurs quand je vous parlais de la prochaine bonne action à prendre pour un utilisateur, on essaye d'appliquer les mêmes technologies d'intelligence artificielle que celles qu'on a sur la reconnaissance d'un document. Et donc il y a des passerelles technologiques entre les outils qui vont aider aussi l'intelligence artificielle à être plus intelligente que ce qu'elle est aujourd'hui.